Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi matin à la suite du Printemps de l'économie qui continue au CESE. Ce matin, on va parler impôts. Alors, ça faisait pas mal d'années qu'on n'avait plus beaucoup le droit ou la possibilité de parler du rôle des impôts en France. Et puis tout d'un coup, on a eu la dissolution, les législatives, et puis la présentation, la préparation du budget 2025. Et depuis, l'impôt est revenu dans le débat public. Donc cette année, vous savez que le Printemps de l'économie est concerné et se focalise sur le rôle de l'action publique. Donc évidemment, dans l'action publique, les impôts, c'est quelque chose d'important. On redébat à nouveau en France du rôle de l'imposition et du niveau d'imposition des entreprises, des riches, au niveau local, etc. Donc on va essayer de décrypter tout ça ce matin, et si des fois les impôts et quels impôts augmentaient, avec quelles conséquences pour l'économie. Donc j'ai 4 intervenants, tout au bout là-bas, Anne-Laure Delatte, qui est directrice de recherche au CNRS et rattachée à l'université Paris-Dauphine. En ordre alphabétique, François Ecal, juste à côté, animateur du site FIPECO. Si vous avez besoin de répondre à des questions pédagogiques sur n'importe quel aspect des finances publiques, il faut aller sur le site FIPECO. Denis Ferrand, juste à côté de moi, qui est directeur général de Rexecode, et puis Elvire Guillot, qui est maîtresse de conférences en économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chercheuse au Centre d'économie de la Sorbonne, affiliée au LIEP, qui est un centre de recherche qui est à Sciences Po. Alors je vais commencer avec avec Elvire, puisque on va parler d'impôts devant tout le monde, mais aussi, il faut que je le signale, devant plein de gens qui, comme toujours au Printemps de l'Éco, nous écoutent en ligne. Ce matin, on a le lycée Marianne de Créteil, le lycée Pierre d'Aragon de Muret, le lycée Passy-Saint-Honoré, Paul Verlaine à Reims, un CFA de Nantes, des étudiants de l'INSEC. Bref, comme toujours, il y a plein de monde en ligne qui nous écoute au Printemps de l'Économie. Elvire, avant de parler de est-ce qu'il y a la revanche de l'impôt, est-ce que là, ça sert à quoi les impôts en fait ? Merci de commencer avec ça. Effectivement, à quoi ça sert les impôts ? En fait, faire une session sur les impôts sans mettre une dépense en face, sans savoir ce qu'on va en faire, paraît un petit peu absurde. Et moi, la définition que je voudrais vous en donner, les impôts, ça sert à servir une ambition, l'ambition des pouvoirs publics, l'ambition d'un pays, et qu'on pourrait définir de 3 manières. En tout cas, il y a 3 éléments dedans. Pour schématiser, le premier élément, c'est faire nation, augmenter la cohésion sociale. Ça, c'est ce qu'on a à travers les services publics, rendre des services publics accessibles à tous. C'est la première ambition de la dépense publique. La deuxième ambition, c'est globalement la lutte contre les inégalités ou la redistribution, c'est-à-dire en fait aider les citoyens, les individus à faire face aux risques sociaux qui vont se réaliser tout au long de leur vie. Et la troisième ambition qu'on pourrait mettre en face de la dépense publique, c'est bien utiliser nos revenus, notre richesse commune, parce que la dépense publique est parfois plus économe que la dépense privée. C'est peut-être un point de débat qu'on pourrait avoir entre nous quand je vois qui compose la table ronde. C'est un point intéressant, mais je vais vous donner un exemple pour appuyer ce point. Si on regarde la dépense de santé, la dépense courante de santé des individus, des Français, et qu'on ramène cette dépense courante de santé à ce qu'on dépense de manière quotidienne par jour, donc une dépense moyenne de santé par jour. En France, on dépense 11 € par jour en moyenne pour sa santé, en mélangeant des dépenses publiques et des dépenses privées. Dépenses privées à travers votre mutuelle, à travers votre reste à charge, la dépense publique à travers la sécurité sociale, le financement des hôpitaux, etc. Ça, c'est pour la France, qui a un système essentiellement public pour la santé. Si vous comparez ça avec les États-Unis, les États-Unis, c'est le double, 22 € par jour par habitant, ramené en équivalent euro, sachant que le système américain de santé est essentiellement privé. Donc on peut mettre comme ambition également bien utiliser nos revenus, notre richesse nationale. Bon, comme ça au moins c'est clair, on sait que quand on augmente les impôts, on voit à quoi ça sert. Dans le débat budgétaire pour le budget 2025, et sûrement ça va revenir
dans le débat 2026, du budget 2026, parce qu'il y a une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui va passer au Sénat. Il y a cette idée que tout le monde doit contribuer au juste niveau de ses revenus, et les plus riches, a priori, en France, ne contribuent pas à leur juste niveau. Taxer les plus riches, du coup, c'est juste une question de justice sociale ou c'est un peu plus loin? En fait, c'est augmenter les impôts. Comment effectivement on en parle, et vous rappelez que c'était plus un tabou de cette question d'augmenter les impôts. Si on veut augmenter les impôts, il faut d'abord que ça soit accepté par la population, sinon ça ne marchera pas. Et donc toute cette question de l'acceptabilité de l'impôt, il faut s'intéresser un petit peu à la manière dont il est réparti, dont cette charge est répartie dans la population. On a des travaux qui nous enseignent plusieurs choses. D'abord que pour qu'un impôt ou un prélèvement de manière plus générale soit accepté par la population, il faut que la population comprenne à quoi ça va servir. On a ça de manière très forte, par exemple dans notre système de protection sociale. Les augmentations de cotisations sociales qu'il y a eu par le passé ont été acceptées, n'ont pas affecté le soutien de la population au système, parce que les individus avaient compris qu'en échange de cette hausse de cotisation, ils allaient pouvoir maintenir ou voire augmenter la couverture du risque social qui était en jeu. Donc, toujours cette question de savoir à quoi ça sert. Personne, en fait, n'a envie de jeter son argent par les fenêtres. Donc voilà, donc ça, c'est le premier enseignement peut-être qu'on peut trouver dans les travaux. Le deuxième enseignement qu'on trouve, c'est que l'impôt est d'autant mieux accepté qu'il semble juste pour la population, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde paye sa part, que chacun contribue selon ses moyens. Et là, en France, on a effectivement pas mal de travaux, notamment de l'IPP, qui nous montrent de l'Institut des politiques publiques, qui nous montrent que en fait, le haut de la distribution, le haut des revenus, les très hauts revenus et les très hauts patrimoines contribuent moins que ce qu'on pourrait appeler globalement la classe moyenne, pour être très rapide, à l'impôt en France. Et donc oui, on a des trous dans la raquette et on pourrait penser à rétablir un peu de justice sociale à travers une augmentation des impôts sur le haut de la distribution. Bon, c'est un sujet important, on y reviendra avec Anne-Laure tout à l'heure, on va rentrer un petit peu dans le détail. Une dernière question, bon, je vais faire mon libéral de service. Oui, mais alors on a déjà, en France, on a le taux de prélèvement obligatoire sur PIB le plus élevé du monde. Si vous êtes bien gentil d'augmenter les impôts, mais alors vous allez tuer l'économie française avec ça. Je vais faire mon Denis Ferrand peut-être. Vous ouvrez déjà pour la suite? Oui, c'est vrai, on entend souvent ça. Il y a cette question du déficit de la France, il y a la question de la dette publique, bien sûr. Et je voudrais juste rappeler là-dessus que pour mesurer un déficit, il faut mettre des ressources en face des emplois, des recettes en face des dépenses, et que la situation française, la situation actuelle de la dette publique est quand même essentiellement due à une baisse des recettes. On est à 2 points de PIB en moins depuis 2017. Donc c'est assez conséquent, ça suffit à plonger, à augmenter largement la dette et très, très rapidement. Et donc du coup, si on veut récupérer des marges de manœuvre et pour pouvoir servir, encore une fois, cette ambition qu'on a ou que nos pouvoirs publics peuvent avoir pour le pays, eh bien il faut récupérer des marges de manœuvre. Et pour récupérer des marges de manœuvre, il me semble qu'en maintenant l'ambition, il faut augmenter les recettes. L'autre vision serait de dire, et on peut diminuer les dépenses, mais si on diminue les dépenses, on accepte, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en débat bien sûr, on accepte de diminuer l'ambition du pays. Merci beaucoup. On a attaqué le débat budgétaire, donc avec François Ekal, on va continuer. Plusieurs questions, François. D'abord, de manière générale, avant de rentrer spécifiquement sur est-ce qu'il faut taxer les entreprises ou pas, est-ce qu'il faut taxer plus les ménages, si oui, lesquels. D'abord, sur le principe, est-ce que, compte tenu de la situation budgétaire actuelle, compte tenu du niveau de dette actuel français, il faut en passer par une augmentation des prélèvements obligatoires pour réduire le déficit public, pour maîtriser la dette ?
Oui, alors c'est vrai, on parle toujours d'impôts dans l'histoire, mais on en parle peut-être plus particulièrement aujourd'hui parce qu'on est dans une situation budgétaire que je qualifierais d'inquiétante. On a un problème d'endettement public. Le risque en matière d'endettement public, c'est toujours qu'un jour, les créanciers de l'État se disent « oh, ben, je vais pas être remboursé, je prends un risque en prêtant à la France », et donc augmente les taux d'intérêt, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Et l'histoire a montré que ça pouvait se terminer par des crises très dures et l'obligation à ce moment-là de prendre des mesures de redressement très violentes. Alors personne ne sait à quel niveau d'endettement ce genre de crise arrive parce que ça dépend de facteurs parfois très qualitatifs comme simplement la crédibilité des politiques publiques. Et puis aujourd'hui, en France comme dans les pays de l'OCDE, depuis une quinzaine d'années, on sait que les banques centrales sont là, qu'elles peuvent intervenir pour racheter de la dette publique. Dans le cas de la BCE, elle a un instrument juridique qui lui permet de le faire sans limite. Donc si elle le fait, en fait, les créanciers de l'État pourraient se dire il n'y a pas de problème, de toute façon la BCE sera toujours là. Et en effet, on imagine mal qu'elle laisse tomber la France, qu'elle laisse la France faire défaut sur sa dette. Le problème, c'est que la BCE ne peut pas faire ça automatiquement. En principe, elle ne fait ça que si quand même le pays en question prend des mesures pour assurer ce que les économistes appellent la soutenabilité de sa dette publique. Et en général, il définit cette soutenabilité en disant il faut que ce pays montre qu'il est capable de stabiliser sa dette à moyen terme. Elle peut augmenter dans les périodes de récession, c'est normal, c'est nécessaire, mais après, il faut qu'il soit capable de montrer qu'il est capable de la réduire ou au moins de la stabiliser au niveau où elle est. Or, ça leur permet d'écrire une petite équation autour de laquelle ils discutent beaucoup et qui montre dans quelles conditions on peut stabiliser la dette. Et ils montrent que ça dépend essentiellement du taux d'intérêt de la dette et puis du taux de croissance de l'activité économique, du produit intérieur brut en euros. Alors, on peut faire beaucoup d'hypothèses sur taux d'intérêt, taux de croissance, etc. Si on fait des hypothèses un peu raisonnables, disons, quand même relativement probables pour les années à venir, consiste à dire que finalement on aura un taux d'intérêt qui sera égal au taux de croissance. Voilà, je passe sur les hypothèses techniques. Ça veut dire en fait qu'il faut dégager ce qu'on appelle un solde primaire, c'est-à-dire le recette moins dépenses, mais sans mettre les intérêts dans les dépenses. Ça, le solde primaire, il faut qu'on dégage un solde primaire nul. Or, aujourd'hui, on aura les résultats 2024 la semaine prochaine, mais il est probable, en tout cas en 2023, on était proche d'un solde primaire de 4 points de PIB. C'est 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros donc nécessaires de redressement, soit par des hausses d'impôts, justement, soit par des économies sur les dépenses, pour simplement stabiliser la dette. Si on pense qu'il faut rajouter des dépenses pour la transition climatique, pour aujourd'hui des dépenses militaires, c'est pas 120, c'est peut-être 150 ou 180 milliards d'euros. Alors, on peut toujours espérer avoir une croissance plus forte, c'est toujours la meilleure solution. Mais bon, beaucoup de gouvernements l'ont espéré, les économistes ont des tas d'idées, mais si on est prudent, il ne faut quand même pas trop compter là-dessus. Et donc à ce moment-là, il reste les impôts ou des économies sur les dépenses. Je pense qu'en matière de prélèvement obligatoire, donc on va y revenir, mais de manière générale, en effet, on est le premier pays de l'OCDE pour le taux des prélèvements obligatoires. Ce qui veut dire qu'on a des marges, on peut les augmenter, on peut en discuter, mais ces marges, elles ne sont pas quand même très grande, donc je pense, et alors que du côté des dépenses, je pense qu'on peut améliorer l'efficacité des dépenses publiques et donc on peut faire des économies sur les dépenses. D'autres pays l'ont fait, souvent d'ailleurs sous la contrainte. Je pense à des pays comme la Suède par exemple, qui a réussi dans les années 90 à réduire de 10 points de PIB. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent de 300 milliards. Ces dépenses publiques ne portent pas beaucoup plus mal aujourd'hui que nous. Donc c'est possible, mais c'est quand même très 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 difficile. Ça pose quand même en effet plein de problèmes. Et donc dans ces conditions-là, oui, on doit pouvoir augmenter un peu les prélèvements obligatoires. Bon, rentrons un petit peu dans le détail. Alors, on peut augmenter les prélèvements obligatoires sur les entreprises, par exemple, parce qu'il y a des marges de manœuvre de ce côté-là ?
Alors les prélèvements obligatoires, c'est des prélèvements sur les entreprises, sur les ménages, ou alors il y a des prélèvements dont on ne sait pas très bien si c'est sur les entreprises ou sur les ménages, sur les impôts indirects par exemple, le TVA ou les impôts sur le carburant, etc. Ça touche un peu les deux. Alors pour ce qui est des entreprises, je pense quand même qu'on a un problème. On a un problème de compétitivité. On a un déficit de nos échanges de biens et services qui est chronique depuis 15-20 ans. Alors, les économistes débattent beaucoup de l'origine de ce déficit. Je dirais, pour simplifier, qu'on a un problème de qualité-prix. C'est-à-dire qu'on a des prix trop élevés par rapport à la qualité de nos produits ou une qualité trop faible par rapport au prix que nos entreprises demandent. Alors derrière ça renvoie à des solutions différentes. Si vous pensez que c'est la qualité, vous allez dire il faut améliorer la qualité, donc il faut améliorer la qualification des gens, il faut faire des efforts d'innovation, voilà. Donc d'ailleurs, ça amène généralement à plus de dépenses publiques. Mais si vous considérez que c'est plutôt les coûts, vous allez dire il faut baisser plutôt les prélèvements obligatoires sur les entreprises. En tout cas, quelle que soit la réponse que vous apportez à cette question sur l'origine de ce déficit, c'est pas en augmentant les prélèvements sur les entreprises que vous allez résoudre ce problème. Donc, je pense on ne peut pas beaucoup augmenter les prélèvements sur les entreprises, même les plus grandes. Alors, vous allez me répondre, oui, mais il y en a qui font des profits gigantesques, donc voilà. Alors, pour prélever sur les profits, il y a un instrument qui est l'impôt sur les sociétés. Le problème, c'est que quand vous augmentez le taux de l'impôt sur les sociétés, c'est très facile à identifier pour les chefs d'entreprise. Quand ils décident de s'implanter dans un pays ou dans un autre, ils tiennent compte de tas de facteurs, la qualité des services publics d'ailleurs, justement, l'infrastructure. Mais le taux de l'impôt sur les sociétés, c'est facile, c'est 25% en France, et voilà, c'est tant. Donc c'est un marqueur, et donc ça joue quand même beaucoup. Donc ça a un effet sur la localisation des entreprises. Et puis, il y a des moyens, même si vous êtes en France, les grandes entreprises ont des possibilités qui sont très difficilement contrôlables de transférer des bénéfices vers des pays où le taux d'impôt sur les sociétés est plus faible. Donc, c'est assez risqué de jouer sur le taux de l'impôt sur les sociétés. J'ajouterais que si vous faites ça pour taxer les riches français, ce n'est pas non plus le bon instrument. Parce que quand les dividendes des entreprises françaises, la moitié du CAC 40 est détenue par des étrangers. Donc si vous augmentez l'impôt sur les sociétés, vous essayez en fait de faire payer des actionnaires, éventuellement des très riches, d'autres pays. Bon, si vous voulez faire payer les très riches français, il faut taxer ces personnes en tant que personnes physiques. Donc à ce moment-là, l'instrument, ce n'est pas l'impôt sur les bénéfices des sociétés qui va toucher tous les actionnaires, y compris les Américains, les Allemands, les Japonais, etc. C'est l'impôt sur le revenu ou quelque chose d'équivalent. Aujourd'hui, on a une flat tax sur les dividendes. Bon, l'instrument, il est plutôt de ce côté-là. Bon, du coup, oui, vous êtes d'accord sur le principe général on peut augmenter, on a quelques marges de manœuvre pour augmenter les prélèvements obligatoires, mais là, de ce que je viens d'entendre, ce ne sera pas sur les entreprises. Donc, est-ce que sur les ménages, il y a plus de marge de manœuvre? Alors, sur les entreprises, il y a quand même des choses. On peut toucher, par exemple, des dispositifs de type dépenses fiscales, comme le crédit d'impôt recherche. Il est utile, il ne faut pas le supprimer, mais on peut le renier un peu. On peut, sur les allègements de cotisations patronales, à certains endroits, certains niveaux de salaire sont probablement moins efficaces. Donc, je n'exclus pas totalement des prélèvements sur les entreprises, mais voilà, mais avec des limites quand même très importantes. Donc après, il va rester les ménages. Donc les ménages, alors on pense tout de suite aux riches. Bon, d'accord. Donc il y a en effet cette flat tax qu'on peut relever un peu. Quand on pense aux riches, moi je pense que si on veut redistribuer les patrimoines, parce que les inégalités, ce sont surtout des inégalités de patrimoine, elles sont beaucoup plus importantes. Comme beaucoup d'économies, je pense que le meilleur instrument, c'est les droits de succession. Donc je pense qu'on peut relever les droits de succession, mais il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que les très riches, leur fortune, c'est essentiellement des actions, et souvent des actions de sociétés françaises. La fortune de la famille Bettencourt, c'est L'Oréal. La fortune de la famille Dassault, c'est la société Dassault. Donc si vous les taxez trop
soit par les droits de succession, soit par un impôt annuel sur la fortune ou des choses comme ça, le risque, c'est que ils vont être obligés en fait de vendre ces actions. Et alors, qui va les racheter? Il y a quand même de fortes chances pour que ce soit des étrangers, justement, surtout si vous faites ça de manière générale en France, si vous taxez les actions de manière générale. Donc, il y a un risque. Et d'ailleurs, par exemple, en matière de droits de succession, je pense qu'on peut les augmenter, mais je n'oublie pas que la France est le premier pays de l'OCDE et peut-être bien au-delà de l'OCDE pour le montant des droits de succession. Beaucoup de pays les ont carrément supprimés. Donc voilà, c'est possible, mais attention, il y a des limites. On ne va pas délocaliser nos morts quand même. Pardon ? On ne va pas délocaliser nos morts si on augmente les taux de succession. Oui. Dans l'imaginaire populaire dans beaucoup de pays, etc., une des raisons pour lesquelles on a supprimé les droits de succession, c'est parce que les droits de succession, c'est l'impôt sur la mort. Voilà, donc c'est pas très populaire. Bon, je sais, on reviendra avec Anne-Laure sur la taxation des plus riches parce que je sais, alors pour être tout à fait transparent avec vous, il faut dire que j'ai organisé un débat alter écho entre Anne-Laure et François Ekal il y a quelques jours, donc je pense qu'elle a quelques éléments de réponse à apporter à l'analyse de François Ekal. Merci François. Je vais passer à Denis Ferrand. Avec vous, avec Retsecode, on sait que d'abord, si vous voulez, François Ekal a parlé des questions de compétitivité. Chaque année, Retsecode publie une analyse des questions de compétitivité qui est un excellent document, très utile. Donc je vous invite à aller regarder sur le site de Retsecode. Je reviens sur la taxation des entreprises avec vous. Est-ce qu'elles sont... Alors certains disent elles sont trop taxées. Et puis en face, on dit elles sont trop aidées. Donc est-ce qu'on peut vraiment penser ce problème de la taxation des entreprises sans évoquer ces deux aspects à la fois ? Déjà, merci beaucoup pour votre invitation et encore plus pour la publicité, pour le rapport sur la compétitivité. Donc, merci beaucoup, c'est un plaisir de venir échanger. Effectivement, je pense que pour continuer sur ce qu'a dit tout à l'heure Elvire, je pense que c'est très important de bien se reposer la question de l'impôt. À la fin, ça sert à quoi ? Ça sert quand même avant tout à se dégager les moyens, comme cela a été dit, de se dégager les moyens pour des politiques publiques que l'on s'assigne. Donc vraiment, il faut penser, on doit penser dans un premier temps en rendement. L'impôt n'est pas forcément là pour tordre l'économie, mais il est là pour avant tout se donner les moyens de politiques publiques qui passent en premier lieu par l'intervention, par la dépense de l'État qui va déployer ses choix. Je pense que c'est vraiment un prolégomène important. Maintenant, sur la question de fiscalité, aide, je pense qu'effectivement, il faut être hémisphère gauche, hémisphère droit en même temps. Et il faut regarder ces deux éléments ensemble, parce qu'une bonne partie des aides, quand vous essayez de comprendre les aides aux entreprises, par exemple le CIR qui a été évoqué par François à l'instant, quand vous regardez le CIR, vous vous rendez compte qu'en l'absence de CIR, on se retrouve avec un niveau de prélèvement sur des chercheurs, par exemple, c'est une dépense qui est éligible au crédit impôt recherche. Vous avez des prélèvements qui se font sur le salaire, sur les revenus, sur l'imputation des chercheurs, qui vont être beaucoup plus élevés que ce que vous trouvez, par exemple, aux Pays-Bas, que ce que vous pouvez trouver en Allemagne. Et donc, le crédit d'impôt recherche a une dimension de ramener, d'atténuer le différentiel de coûts, et même devient, ce faisant, plus avantageux pour l'embauche d'un chercheur en France qu'il ne l'est dans les autres pays. Mais la question qui vient tout de suite, c'est où est la difficulté? Est-ce que c'est dans l'existence du CIR ou est-ce que c'est parce qu'il y a d'emblée un niveau de prélèvement qui est plus important sur le chercheur en France qu'il ne l'est dans les autres pays? Donc, regardez aide et aide d'un côté, fiscalité de l'autre et ne pas faire la jonction entre les deux, eh bien, c'est donc rompre un peu l'équilibre entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Je ne sais pas qui est à gauche, qui est à droite, hein, vous l'avez bien compris. Donc c'est très important d'avoir une lecture combinée de ces deux éléments, parce que c'est aussi, cette existence d'aide importante, c'est aussi quand même une difficulté qui va renvoyer à une sorte d'émiettement à la fois de la fiscalité et à la fois des aides. C'est-à-dire que par rapport à ce principe général que j'évoquais tout à l'heure et qui a été rappelé par Elvire, où on a cette dimension, l'impôt, ça sert à dégager les moyens, en fait, on a fait de plus en plus de l'impôt un outil de la politique publique, que ce soit avec des taxes comportementales, par exemple. On veut changer les comportements, une taxe sur le sucre. Là, on sort du domaine des entreprises, par exemple, mais on voit que par l'imposition, on veut faire changer des comportements, là où il faut s'interroger
s'interroger sur le mode opératoire qui est le plus efficace pour atteindre l'objectif que l'on s'assigne. Est-ce que ce n'est pas plutôt dans l'intervention plutôt que dans le prélèvement? Parce qu'à multiplier le prélèvement, on peut se trouver avec des situations qui quelquefois sont un peu ubuesques. Ce que je vois par exemple dans des entreprises, quand vous avez des entreprises qui mettent en place des business units, enfin des divisions à l'intérieur d'entreprises qui vont aller chercher un type de subvention spécifique, est-ce que c'est vraiment le boulot d'une entreprise? Est-ce que c'est vraiment à ça qu'elle doit être dédiée? Est-ce qu'on n'a pas introduit une telle complexité désormais que ça devient un objet économique que de trouver le dispositif de politique publique? Et quelquefois, ça mobilise quand même pas mal de gens dans les entreprises. Là, il pourrait peut-être plus efficace à faire d'autres choses et ne pas se préoccuper de cette dimension de faire face à la complexité. Du coup, je comprends de la fin de votre intervention que dans tout le discours actuel sur il faut simplifier, d'après vous, il y a beaucoup de choses à simplifier en matière de fiscalité. Oui, je pense qu'effectivement, cette simplification est quand même assez nécessaire. Pour donner un ordre de grandeur, je crois qu'on est à environ... il y a 66 taxes, je crois à peu près, qui peuvent concerner des entreprises pour certaines activités productives. Quand vous en avez pour les mêmes activités productives, vous allez être à 15 en Allemagne, 5 au Royaume-Uni. Et donc, ce faisant, oui, vous introduisez de la complexité. Et peut-être simplement pour terminer sur ce que j'évoquais sur le rapport fiscalité-aide, quand vous faites, on a essayé de mesurer ce que donnait la fiscalité nette des aides sur les entreprises. Quand vous essayez de l'exprimer en proportion de la valeur ajoutée des entreprises, on arrivait pour l'année 2023 à un montant qui représentait à peu près 20 points de valeur ajoutée. Donc les prélèvements sur les entreprises, l'ensemble des prélèvements, minorés par les aides qu'elles peuvent recevoir. Là où on est plutôt 4 points en dessous pour l'ensemble de la zone euro, plutôt 6 points en dessous pour l'Allemagne. Donc on a quand même toujours un différentiel. Alors sur la simplification, oui, pour les raisons que j'ai évoquées, les entreprises n'ont pas à être des chasseuses d'aide, d'une certaine manière. C'est ce qui peut arriver parce que ça renvoie à cette complexité initiale. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension qui est tout à fait clé. Et on recentrera les entreprises sur leur business. Il y a peut-être aussi un autre élément qui me semble être assez important à évoquer, c'est ce qui s'est passé au cours des dernières années sur la fiscalité des entreprises. On sait qu'a été pointé du doigt l'importance des impôts de production, des impôts qui vont frapper les entreprises avant même qu'elles n'aient dégagé du résultat, parce que ce sont des impôts qui sont assis sur le chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée, enfin sur des bases qui ne dépendent pas du résultat économique que vous réalisez. Donc vous avez ces prélèvements qui se mettent en place, mais qui étaient souvent des prélèvements qui allaient irriguer, en particulier, les collectivités territoriales. Et donc se pose une question aussi de l'interaction territoire et fiscalité. Dans un moment où on sait qu'on met en place des dispositifs comme le ZAN, zéro artificialisation nette, quel est l'intérêt dans ce cas pour un territoire d'accueillir une activité économique en son sein si il n'aura plus de recettes qui lui est associée dans un moment où on lui demande d'avoir une politique un peu malthusienne sur l'utilisation de son territoire. Et donc il y a aussi une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on réarticule fiscalité et territoire pour générer les conditions de l'attractivité économique sur des territoires précis. Quand vous avez une activité qui est polluante, quel est l'intérêt pour une mairie de continuer à héberger des sites qui ne vont plus leur apporter de base fiscale et qui, en revanche, vont lui amener des nuisances extrêmement importantes sur lesquelles il va devoir intervenir. Et donc, il y a cette question de la territorialisation aussi de l'impôt qui est à trancher. Vous avez la Suisse, en Allemagne, vous avez une affectation d'une partie de l'impôt sur les sociétés qui va irriguer les territoires. Donc, je tape un peu contre mon but par rapport à ce que je disais au début, à savoir que ce n'est pas l'impôt qui fait... L'impôt est là pour donner les moyens de politique publique, mais dans la manière dont on fait l'impôt, alors on peut contraindre des expressions de politique publique, et en particulier des expressions sur les territoires. Alors, quand on parle fiscalité des entreprises, il y a un terme qui revient souvent chez les économistes qu'on appelle généralement le coin socio-fiscal. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est et après nous dire en quoi il y a un problème en France ou pas. Mais d'abord, expliquez-nous ce que c'est. C'est quoi le coin socio-fiscal? Alors, c'est un canard qui est très bruyant, qui est quand même, qui en fait va regarder l'ensemble des prélèvements que l'on va avoir. Par exemple, on est un salarié.
On va payer des impôts sur le revenu, on va payer de la CSG, on va payer évidemment de la TVA sur ce que l'on va consommer, on a des cotisations sociales. Et puis, il faut aussi ajouter les cotisations sociales que vont verser les entreprises du fait que vous êtes employé, que vous êtes le salarié. Et donc, la somme de l'ensemble des prélèvements qui vont concerner l'activité de travail, la somme de cet ensemble de prélèvements est rapportée aux revenus que vous avez, soit en net, soit au revenu brut. Et c'est ça, le coin socio-fiscal, c'est en gros la hauteur des prélèvements rapportés aux revenus que vous procure votre activité au travail. Et ce qu'on a fait, justement, on a utilisé ce coin comme un levier de politique publique, et ce, de manière très maintenue, très prolongée pendant 30 ans. Qu'est-ce que c'était cette politique publique? C'est celle qui s'est façonnée à partir des années 90, au milieu des années 90, où on avait à ce moment-là un problème de chômage des non-qualifiés. Donc des personnes à faible niveau de qualification initiale, à faible niveau de revenus. C'était un rapport fait par un ancien directeur général de l'INSEE, Edmond Malinvaud, qui avait montré qu'il y avait un écart entre le revenu du salarié et sa productivité marginale. Si tant est qu'on arrive bien à affecter la productivité à un employé. Ce qui est un autre débat, mais qui est pas, je pense que là, on serait parti pour quelques heures. Et en fait, ce que montrait Malinvaud, c'est qu'on ne va pas pouvoir toucher au SMIC, mais en revanche, on va pouvoir toucher aux prélèvements qui concernent le SMIC. Et donc, petit à petit, on a abaissé, on a annulé quasiment les prélèvements qu'il y a sur le SMIC. Qu'est-ce que l'on a fait avec cette politique? Eh bien, on a fait en sorte qu'on ait une très forte hiérarchie du coin socio-fiscal dans la distribution salariale. C'est-à-dire que le coin socio-fiscal, donc la part de prélèvement rapportée aux revenus, est très faible quand on est faiblement qualifié, mais en revanche, plus on grimpe dans l'échelle des salaires, plus elle est élevée. Et en fait, vous avez un écart qui est croissant vis-à-vis des autres pays européens. Vous avez, en France, on a le plus faible coin socio-fiscal de l'ensemble des pays européens de taille comparable, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas également, on a fait un travail là-dessus. En revanche, vous avez le plus élevé, le coin socio-fiscal le plus élevé sur le haut de la distribution. Est-ce que ça a des conséquences économiques? C'est très compliqué à démontrer. Mais absence de preuve ne veut pas dire preuve de l'absence. Je pense que ce que l'on voit quand même depuis de nombreuses années, à mon avis, on touche du doigt un des principaux maux de notre économie. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait une diplomation croissante de la population, mais on a orienté l'économie de telle sorte qu'elle ait les conditions de compétitivité pour créer des jobs plutôt de basse qualification. Et donc, on crée une aspiration à avoir des jobs de bon niveau, mais on a une économie qui n'est pas en capacité de la distribuer parce que vous êtes très handicapé sur le haut de la distribution, mais en revanche, vous pouvez créer des jobs de basse qualification. Et donc, oui, il n'y a pas forcément de place pour avoir les jobs auxquels on peut aspirer quand on est diplômé. Et est-ce que ça inclut mieux, au total, ceux pour lesquels on a fait cette politique? Dans les années 90, quand on a mis en place cette politique qui visait à réinsérer dans l'emploi les non-qualifiés, à ce moment-là, le taux d'emploi, donc la proportion des personnes qui sont en emploi dans une population d'une catégorie donnée, le taux d'emploi des non-qualifiés, les personnes qui ont un niveau d'éducation qui s'arrête au niveau du brevet des collèges, il était de 55%. 55% des personnes ayant un brevet étaient en emploi en 93, au moment où on met en place ces premiers dispositifs. Où est-ce qu'on est désormais? 55%. Donc, en fait, on n'a pas forcément mieux inclus dans l'emploi les personnes pour lesquelles ce type de dispositif était pensé, mais en même temps, on a plutôt frustré ceux qui ont obtenu des diplômes, ceux qui pouvaient aspirer à des jobs de faible qualification, mais l'économie n'étant pas pluguée pour pouvoir créer des jobs de haute qualification, eh bien, on crée de la frustration. On a d'un côté de l'exclusion, de l'autre côté de la frustration. Donc, je pense que c'est aussi, si vous voulez, à faire jouer à l'impôt un rôle qui va au-delà de ce qui est le sien de manière primitive, qui est celui d'apporter les moyens de la politique publique, alors on crée aussi des distorsions dans l'économie qui peuvent être tout à fait handicapantes. J'espère ne pas avoir été trop technique. Non, je pense que c'est très pédago, c'était très clair. Je pense qu'on aura un petit temps de débat, donc on pourra peut-être revenir sur le sujet. Mais avant de revenir sur ce sujet-là, j'aimerais bien alors qu'on revienne sur cette proposition qui est dans le débat public français aujourd'hui, qui a été portée par quelques élus EES écologistes, ce qu'on appelle la taxe Zuckman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà ? Oui, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors la taxe Zuckman, est-ce que vous en avez entendu parler? Non? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui n'en ont pas entendu parler? Ah oui, ok. Donc c'est bien raté parce que Camille Etienne, ça vous dit quelque chose Camille Etienne plus? Non. Levez la main ceux qui ne connaissent pas Camille Etienne. Voilà, bah écoute, en fait il y a corrélation. Donc Camille Etienne, c'est une activiste du climat et on pensait qu'elle avait une grosse influence sur les jeunes, mais apparemment j'ai la démonstration que... voilà. Donc Zuckman, la taxe Zuckman, elle a été portée par des députés, mais je vous parle de Camille Etienne parce que c'est une activiste qui a énormément, je ne sais pas combien de millions de followers sur Instagram. Et donc cette taxe Zuckman que je vais vous décrire maintenant, elle l'a portée au niveau de la société civile. Il y a eu toute une campagne sur Insta et sur tous les réseaux sociaux pour essayer de sensibiliser toute la population à l'importance de cette taxe. Alors, on vient de dire, Elvire a dit, c'est important dans un système fiscal qu'il soit juste pour qu'il y ait une adhésion en fait, de la population. Or, aujourd'hui, Gabriel Zuckman dit, qui est un économiste français qui travaillait aux États-Unis et qui est revenu récemment, dit tout simplement, la France, c'est un paradis fiscal pour les milliardaires. Et il le dit de façon documentée, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une toute petite partie de la population, mais néanmoins une partie qui gagne énormément d'argent et qui surtout a un patrimoine très important, paye en moyenne 2 fois moins d'impôts que le reste de la population. Et ça, d'un point de vue démocratique, c'est compliqué. Ça fait même penser, j'étais il y a 2 jours avec un intervenant, un prof d'histoire, enfin un chercheur en histoire de l'EHESS, et on refaisait 1000 ans d'histoire, et s'il y a une permanence dans l'histoire de France, c'est le refus de l'aristocratie de payer ses impôts. Ben, en fait, on revient, donc on ne devrait pas être très très surpris du chiffre de l'IPP, mais on n'est pas surpris, mais on est un peu déçu parce qu'on pensait qu'on était dans un système démocratique un peu plus égalitaire. Et donc ce Gabriel Zuckman a eu une idée qui est le point essentiel, c'est qu'on n'arrive pas trop à capter leurs revenus à ces milliardaires. Et la raison d'ailleurs pour laquelle ils payent aussi peu d'impôts, c'est que leurs revenus sont d'une part extrêmement mobiles, mais surtout ils ne sont pas liquides. Ils sont souvent logés dans des holdings, sous forme de dividendes, etc. Enfin, c'est pas du tout le même genre de revenus que vous et moi. Et donc, s'il y a quelque chose qu'on peut quantifier mieux et capter mieux, c'est leur patrimoine. Or, leur patrimoine, donc les richesses de ces ultra-riches, qui sont à peu près 1800 en France, hein, on parle de très très peu de personnes, hein, ce patrimoine, il y a 2 choses importantes à savoir. Il est détenu essentiellement sous forme d'actions, et ça je crois qu'on l'a vraiment tous dit, et c'est vrai, vous avez raison, le patrimoine de Madame Bettencourt, enfin de la famille Bettencourt, c'est L'Oréal, et par exemple Bernard Arnault, 90% de sa richesse, ce sont les actions LVMH. Ok, premier point. Donc ça veut dire que si on veut à un moment taxer ce patrimoine, il va falloir aller taxer ses actions. Ce patrimoine qu'on appelle les biens professionnels quand c'est votre entreprise, que vous détenez des actions de votre entreprise. Et deuxième point, le patrimoine, le rendement de ce patrimoine, on fait le calcul qu'il est environ, de façon très conservatrice, 6% par an. Mais de façon conservatrice. C'est compliqué hein, de l'évaluer. Il y a des chercheurs qui vous diraient... Si tu te colles aux actions, au marché actions depuis 50 ans aux États-Unis, on est plutôt autour de 10%. Une estimation qui a été faite sur des données des Pays-Bas, c'était plutôt 8%. Alors moi, je suis extrêmement conservatrice, je vais vous dire, c'est 6% par an. Qu'est-ce que c'est 6% par an? C'est beaucoup, mais surtout quand vous détenez, par exemple, comme Bernard Arnault, 190 milliards de patrimoine. C'est compliqué de savoir ce que c'est 190 milliards de patrimoine. Déjà, 1 milliard, c'est compliqué, alors 190, c'est compliqué. Bon. Quand vous avez un rendement de 6% par an, vous gagnez 1 million par heure. Voilà, donc là, depuis 1 heure, on s'est acheté un bel appartement à Paris. C'est ça, hein, le patrimoine des ultra-riches. Ce que propose Gabriel Zuckman, c'est de passer de 6 à 4.
tout simplement. Donc on va passer, il ne gagnera plus 1 million par heure, il en gagnera, si je fais bien le calcul, 750 000 euros par heure. Donc vous voyez, en fait, quand on dit on va taxer 2% du patrimoine des ultra-riches, on ne va pas du tout les exproprier, on ne va pas non plus les appauvrir. Appauvrir, ça voudrait dire que leur patrimoine baisse. Non, non, c'est le rendement qui va baisser. Donc il va continuer à croître, mais de façon un peu moins importante. Voilà, c'est ça le concept de la taxe sur les patrimoines de Gabriel Zucman. Mais l'argument traditionnel, c'est si vous faites ça, ils vont partir, nos riches. Oui, alors ça a été même l'argument qu'on a pas mal entendu au moment des débats parlementaires. Il y a plusieurs réponses. La première, c'est que quand il y a une étude qui a été faite sur justement combien vous avez d'exilés fiscaux à chaque fois que vous augmentez les impôts sur les patrimoines. Il y a une étude qui a été faite sur une expérience particulière, et si je me souviens bien, je crois que la proportion d'exilés fiscaux, elle est de 3%. Donc ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 3 qui sont partis. Ça veut dire qu'il y a 97 personnes qui ne sont pas parties. Bon, ça c'est un argument qui me semble assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que si on touche 2% du patrimoine des ultra-riches, on peut penser qu'il y aura un exil fiscal plus important. Parce que là, on n'est pas en train de parler de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune qui touchait pas énormément de gens, mais quand même plus de gens avec des fortunes qui sont plus mesurables. Là, c'est vrai qu'il y a un coût, parce que je ne vous dis pas que 2% de 190 milliards, c'est rien, c'est important, même s'il les gagnera dans l'année, mais voilà. Donc le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'exit fiscal. En fait, on a déjà un dispositif en France qui permet de taxer les gens qui ont été résidents français pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça, c'est vraiment au goût du législateur et des parlementaires. On avait un dispositif qui permettait de taxer les anciens résidents français pendant 15 ans sur les dividendes. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a réduit ce dispositif, et aujourd'hui, donc on a réduit le temps, et aujourd'hui, il me semble que c'est 2 ans. On est passé de 15 à 2 ans. Mais vous voyez, ça c'est une volonté politique en fait. C'est une volonté politique, et on peut tout à fait changer la longévité de ça, et surtout l'assiette. Et donc, bon voilà, quand on dit, par exemple, juste un point, les Américains, ils sont soumis à un système fiscal qui est très différent du nôtre. Quand vous êtes Américain, vous payez vos impôts aux États-Unis, entre guillemets, comme si vous étiez aux États-Unis toute votre vie. En tant que si vous avez la citoyenneté américaine et que vous allez dans un pays qui taxe moins que les États-Unis, vous allez payer la différence de taxes entre ce que vous payez à Abu Dhabi, par exemple, ou à Dubaï, et aux États-Unis. Voilà. Alors nous, on n'aura pas ce système-là pour tout le monde, mais en gros, l'exit fiscal, ce serait ça pour les ultra-riches sur leur patrimoine. Un dernier mot sur ce sujet, ça rapporterait combien cette taxe si elle était mise en œuvre en France à peu près ? Donc l'estimation conservatrice, nous, qu'on avait faite au moment du budget en octobre, c'était 15 milliards, et Gabriel Zucman, lui, il dit entre 20 et 25 milliards. Donc la raison, c'est qu'il est compliqué en fait d'estimer cette taxe, les rendements de cette taxe, notamment parce que comme on a enlevé depuis 2017 une partie de l'impôt sur la fortune qui taxait les actions, justement, on a beaucoup moins de données aujourd'hui pour estimer le rendement. Mais disons qu'on est entre 15 et 25 milliards, donc c'est pas rien. En fait, c'est dans le débat actuel budgétaire, on n'est pas simplement sur un point de justice et de démocratie et d'adhésion, on a un vrai rendement qui pourrait nous permettre de résoudre quelques problèmes. Si je peux me permettre juste donc cette loi, cette proposition de loi, elle était portée par la niche écologique des écologistes il y a 1 mois environ, et elle est passée. Elle est passée à 11h45 du soir. Il y a eu une obstruction très importante de la part des partis d'en face, mais elle est passée. Il y a eu vraiment pas mal de stratégies politiques de la part de la droite, de l'extrême droite, mais l'extrême droite n'a pas osé s'opposer
à cette proposition de loi, mais même sans leur abstention, elle serait passée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elle va être appliquée demain, parce que maintenant, il faut qu'elle aille au Sénat. Et on n'y croyait pas à l'Assemblée, on y croit, et c'est passé, et on était vraiment très contents. Elle passe au Sénat, dans la niche parlementaire des écologistes, le 12 juin. Donc retenez ça, parce que normalement, alors je vais dire aux politiques que Camille Etienne, c'est pas la bonne personne pour vous toucher vous. Il faudrait me dire qui est la bonne personne. Est-ce que c'est Hugo Décrypte ou pas du tout? Vieux boomer, Hugo Décrypte déjà? Bon, je veux bien que vous m'écriviez pour me dire quelle est la personne qui vous toucherait. Mais il va avoir une énorme campagne citoyenne là, pour essayer de mobiliser et de décourager la droite et l'extrême droite de voter contre cet impôt. La raison, c'est que notamment dans l'effort militaire aujourd'hui qu'on nous demande, qui va très vite, on parle de 50 milliards d'euros supplémentaires, il est choquant de dire il va falloir faire des efforts sur les retraites et sur les dépenses sociales et de refuser cet impôt-là. Bon, on a bien noté 12 juin, on sera présent dans l'actualité. Dans le débat sur les législatives l'année dernière, bon, il y a eu, c'est effectivement mis sur la table cette proposition de taxer un petit peu plus les milliardaires, mais il y a eu d'autres propositions fiscales aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, avec Lucas Chancel, qui est un prof d'économie à Sciences Po, on a estimé qu'on pouvait lever jusqu'à 50 milliards d'impôts supplémentaires en France. Alors, vous allez me dire, ah bon, mais on a déjà des prélèvements obligatoires très élevés, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? L'idée, c'est que l'impôt, il y a un point important, c'est que l'impôt, il doit toucher des ressources qui sont le moins dans le circuit économique. C'est-à-dire que quand vous allez taxer une entreprise dans son activité, ça peut la décourager de faire des investissements. Quand vous taxez des personnes précaires ou pauvres ou pas très riches sur leur consommation, ils vont réduire leur consommation et ça va avoir un effet multiplicateur. Normalement, vous savez ça. Et donc, il faut essayer d'éviter ça. Donc, l'idée avec Lucas et d'autres personnes avec qui on a travaillé, c'est d'aller prélever des impôts sur des ressources qui sont assez peu utilisées dans l'économie. Alors, le patrimoine des ultra-riches, c'est pas enfin, dans les 190 milliards, il y en a très très peu qui viennent irriguer l'économie et ça ne va pas les décourager à consommer, ça on en est sûr. On a pensé à un impôt sur les héritages dorés, comme François le préconisait. En effet, on a un problème sur l'héritage en France, c'est que, vous en avez peut-être entendu parler, la moitié des gens n'ont pas du tout d'héritage, et il y a l'autre moitié des Français, ceux qui payent le plus, c'est finalement les plus pauvres. Et quand vous héritez, que vous êtes très riche, vous avez fait plein de mécanismes avant, plein de dispositifs pour échapper à l'impôt. En revanche, si vous héritez d'une somme sans avoir pris aucune précaution avant, ça vous coûte très cher en fait en impôt. Et effectivement, ça peut être ressenti de façon extrêmement injuste. Cet impôt sur la mort. Et donc il y a une réforme à faire qui permettrait de réduire vraiment de réduire énormément l'impôt, l'héritage sur les plus pauvres, enfin pas sur les plus pauvres pardon, mais sur les classes moyennes et moyennes supérieures et de l'augmenter en haut. Voilà, il y a le crédit impôt recherche en effet que François citait, qui coûte très cher, qui coûte 7 milliards par an et qui n'a pas une grande efficacité. Enfin, c'est même une façon assez douce de le dire, puisqu'il y a pas mal de rapports publics. Donc on pourrait remettre en question ce crédit impôt recherche, on pourrait remettre en question les exonérations de charges sociales dont parlait Denis, qui nous a fait la démonstration que ces exonérations de charges sociales, donc vous savez, autour du SMIC, ce que disait Denis, depuis 1995, avec le rapport Malinvaud, on a réduit les cotisations sociales autour des bas salaires et on est passé de 55 à 55. Donc en fait, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Et donc l'idée, c'est que cette disposition qui coûte assez cher, qui coûte plus de 60 milliards par an, les exonérations de charges sociales,
60 milliards, on pourrait probablement en récupérer quelques-unes. Voilà, donc, et juste une chose, il y avait une taxe sur les transactions financières qui existe déjà, mais qu'on pourrait grandir un peu, et une taxe sur les billets d'avion, qui n'est pas extrêmement populaire, mais qui est quelque chose qui pourrait probablement changer un petit peu les comportements sur le week-end à New York, que tout le monde ne peut pas se permettre. Dernière question, donc du coup si je résume, compte tenu de la situation budgétaire actuelle, même question que je posais à François tout à l'heure, compte tenu du niveau de la dette française, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'une hausse des prélèvements obligatoires d'un côté ou de l'autre pour pouvoir maîtriser les comptes publics français? Non, comme Elvire l'a rappelé, si on est dans cet état budgétaire, aujourd'hui, c'est à moitié parce qu'il y a eu une stratégie économique qui a été de baisser les prélèvements obligatoires, donc baisser les impôts depuis 2017. Ça représente 2% du PIB, c'est-à-dire 60 milliards d'euros. Et donc, on a vidé les caisses. Et normalement, je le dis de façon un peu dure, mais parce qu'elle n'était pas bête, cette stratégie. L'idée, c'était de baisser les prélèvements obligatoires pour booster l'activité. Et donc, derrière, vous baissiez les impôts, mais vous récupériez des recettes par une activité plus importante, un taux d'emploi plus important. Il se trouve que ça n'a pas fonctionné. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas un consensus, mais il y a de plus en plus de gens qui apportent des données pour dire attention les gars, la stratégie de l'offre, la baisse des prélèvements obligatoires, finalement, c'était une bonne idée, mais ça n'a pas très bien fonctionné. On n'a pas réussi à augmenter le taux d'emploi suffisamment. La productivité a baissé parce qu'on a fait venir des gens un peu moins éduqués, un peu moins productifs sur le marché de l'emploi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé les impôts d'un côté. On n'a pas baissé énormément les dépenses. Enfin, voire on les a pas baissées, en fait. Voire on les a même augmentées au moment du Covid. Donc, Donc on a baissé beaucoup les recettes et on n'a pas augmenté l'activité. Et donc on a vidé les caisses et on a creusé le déficit. Quand on fait ce diagnostic-là, il est logique que pas mal de gens se disent on va peut-être revenir en arrière et se dire que les augmentations, les baisses d'impôts, elles n'ont pas été efficaces. Il faut revoir un petit peu, même beaucoup, où est-ce qu'on peut les récupérer. Merci. Elvire, une réaction à tous ces débats, tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure? Oui, j'aurais beaucoup de réactions. Peut-être la première chose, c'est qu'effectivement, la stratégie que vient d'évoquer Anne-Laure, qui était de baisser le coût du travail, en fait, c'était ça l'idée, pour relancer l'emploi, a fonctionné en partie parce qu'on a un taux d'emploi plus important qu'au début du premier quinquennat Macron, donc c'est une de ses fiertés d'ailleurs. Donc ça a fonctionné, mais du coup les entreprises se plaignent d'avoir une baisse de productivité parce qu'on a effectivement des emplois mal payés, peu productifs, plein de créations d'entreprises qui sont en fait des Uber et qui donc sont pas très intéressantes pour l'économie. Et donc on a utilisé, donc exactement ce que disait, ce contre quoi se bat Denis, utiliser l'impôt pour inciter, comme une politique d'incitation à faire quelque chose, en l'occurrence à embaucher, et en fait du coup à embaucher des employeurs peu productifs. Oui. Et donc c'est une baisse de recettes sans se soucier du fait que du coup si on baisse les recettes, on est en train de se créer un problème si on ne touche pas aux dépenses. Et ça n'a pas été, très clairement, ça n'a pas été assumé, le fait qu'il fallait du coup baisser les dépenses. Et en plus, ça a été empêché, même si on peut, sans faire de procès d'intention, penser qu'il y avait peut-être une prise de conscience au niveau de l'État de se dire va falloir qu'on baisse nos dépenses. Ça a été empêché par la crise Covid. Donc il y a un moment, on est en 2025, peut-être faut se réveiller et se dire là on a un problème. Et donc je pense que c'est ce qui justifie le titre de la session et cette idée de revanche de l'impôt. C'est pas revanchard, c'est pas ça, mais c'est cette idée de changer de paradigme en fait. François ? Oui, juste une réaction sur les baisses d'impôts de ces dernières années. Donc les 50 à 60 milliards,
Il faut d'abord rappeler que sur ces 50-60 milliards, la principale mesure de baisse d'impôts ces dernières années, c'est la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. C'est 15 à 20 milliards sur ce total. Ce n'est pas un impôt sur les entreprises, ça n'a pas amélioré la compétitivité, c'est un pur impôt sur les ménages. Ça conduit, je pense que la taxe d'habitation avait des défauts, de très gros défauts. Un défaut en particulier qu'elle partage avec les taxes foncières qui existent toujours aujourd'hui, c'est qu'elle est assise, calculée sur la base d'une estimation purement administrative et complètement déconnectée de la réalité de la valeur des logements. Mais d'un autre côté, c'est un impôt qui avait l'avantage d'être payé par tout le monde. Et c'est pas si mal d'avoir un impôt local qui soit payé par tous les habitants d'une collectivité locale. Donc je pense qu'il y a donc ça c'était une grosse erreur. Je pense que les baisses d'impôts sur les entreprises, elles étaient justifiées dans pour ce que je disais tout à l'heure et ce qu'a aussi rappelé Denis Ferrand, pour des problèmes de compétitivité des entreprises. Maintenant, en effet, comme l'a dit aussi Anne-Laure, il aurait fallu l'accompagner par une baisse équivalente des dépenses publiques, parce que je ne pense pas que des baisses d'impôts sur les entreprises s'autofinancent. Ça a des effets favorables, mais pas suffisants pour s'autofinancer. Voilà. Et puis, pour rester sur ces 50 milliards, donc Anne-Laure nous dit qu'elle a trouvé 50 milliards, on peut trouver 50 milliards de recettes supplémentaires. Bon, on peut discuter de la composition de ces 50 milliards, mais je relève seulement que c'est 50 milliards. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour simplement arriver à stabiliser la dette publique à son niveau actuel, c'est plutôt 120 milliards l'ordre de grandeur. Et si on veut rajouter des dépenses en faveur de l'environnement, des dépenses militaires, c'est plutôt 150 ou 180, soit par des hausses d'impôts, soit sinon par des économies sur les autres dépenses, pas les dépenses militaires et pas les dépenses écologiques, bien sûr. Donc ça ne résout de toute façon qu'une petite partie du problème. Si on veut stabiliser la dette. Denis ? Oui, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup d'éléments suite à ce débat. En fait, je crois qu'on a ouvert quand même beaucoup de portes. Effectivement, cette idée du rendement de la politique de l'offre est un sujet qui est très important, mais qui justement, à mon avis, doit être reconnecté avec ce que j'évoquais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez orienté l'économie pour avoir un rendement en emploi et non pas un rendement en termes de niveau de compétitivité générale de l'économie. Enfin, rappelons-nous que quand on a mis en place, par exemple, le CICE, le vert était déjà dans le fruit, dans la dénomination même du dispositif. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Donc on a un fusil à un coup qui vise deux cibles. Bon, c'est un peu compliqué. En fait, quel est le rendement ? Le rendement, il a été en emploi. Mais quel type d'emploi ? Des emplois plutôt de basse qualification, parce que c'est là que s'effectuaient les allègements les plus importants. Et donc on crée des déformations dans l'économie qui, à la fin, sont quand même... ont comme conséquence ce que l'on ne crée pas nécessairement, les jobs auxquels on peut imaginer que pourrait se retrouver globalement l'économie française avec un niveau de qualification plutôt élevé, avec quand même un chiffre qui est très mal connu, qui est celui du départ, et pas seulement du départ, c'est pas les riches qui m'intéressent, c'est ceux qui sont en capacité de créer de la richesse sur le territoire, ceux qui ont la capacité cognitive, ceux qui vont créer des entreprises, mais qui vont le faire à l'étranger. Donc pourquoi est-ce qu'on a des départs qui sont importants ? J'aimerais bien connaître le chiffre très précis là-dessus de ceux qui sont des entrepreneurs, parce qu'il y a une chose qui est de prélever la richesse qui s'est formée, mais il y en a une autre qui est d'imaginer la richesse qui ne s'est pas créée sur le territoire. Enfin bon, on a des exemples sont à foison. Pourquoi est-ce que des gens comme Moderna créent ailleurs, enfin un patron français, pourquoi est-ce qu'il va créer ailleurs ce qu'il aurait pu faire sur le territoire ? Et donc on a interrogé globalement la fiscalité telle qu'elle se fait, est-ce qu'elle peut être inhibitrice de création d'activités de haut niveau de qualification, qui doit être le niveau auquel on devrait se situer au regard de l'excellence de certaines formations, pas forcément généralisées, mais on a quand même beaucoup de formations excellentes et avec beaucoup de gens qui partent à l'étranger, c'est dommage. Alors, 1 minute. Je
crois qu'il y a 2 modèles qu'on a dessinés en fait là pendant le panel. Vous avez un modèle économique, une stratégie économique qui consiste à jouer sur les prélèvements obligatoires pour essayer d'augmenter la compétitivité. On baisse les prélèvements des entreprises, on essaye de les inciter à investir, à employer. Voilà, moi mon diagnostic c'est que ça n'a pas très bien marché. Et alors on peut continuer, on peut essayer parce qu'on peut se dire on l'a pas fait assez. Et c'est vraiment le récit aujourd'hui d'une partie du récit économique, c'est oui mais en fait ça ne fonctionne pas, on l'a fait trop dans les bas salaires, il faut le faire encore plus, mais du côté des hauts salaires, sur les baisses de charges sociales par exemple, mais sur d'autres points. Et vous avez une deuxième façon de voir, qui est de dire stop, en fait on arrête de vider les caisses, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'emploi qualifié. En fait, on veut des ingénieurs, des femmes ingénieurs, des hommes ingénieurs français qui sont capables non pas de créer la nouvelle start-up qui va faire du Uber ou de je sais pas quoi, mais qui va nous trouver des technologies qui décarbonent l'économie. En fait, moi, c'est ça, hein, le modèle économique qui m'intéresse. C'est pas d'aller créer des start-up qui font plein de milliards, mais qui font de la consommation qui va être hyper carbonée, polluée, etc. C'est, en fait, on pourra faire de la croissance, et il y a vraiment un sentier de croissance, il y a des ressources, et il y a un potentiel de croissance, très important, à trouver des solutions, de l'innovation, pour décarboner l'économie. Et moi, je rêve d'un pays qui peut se permettre ça et donc qui arrête de définancer l'éducation et qui remet de l'argent dans la recherche. Voilà, je crois qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de consensus, mais je pense qu'on a eu tous les arguments et un bon débat. En tout cas, moi, j'étais très content. Merci à tous les 4. Merci.